Bonjour bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque. Avant de passer la parole au président de séance d'aujourd'hui, je voulais juste rappeler qu'on est très content de la première journée parce que ça nous a permis de rejoindre un des objectifs du centre, c'est-à-dire de réunir ceux qui font la culture avec ceux qui étudient la culture. Et donc, c'était très bien de pouvoir faire rencontrer les spécialistes du jeu avec les joueurs. Et cela a été possible parce qu'on a entamé une très belle collaboration avec la FENT, la Fédération des sports de Nord-Terre. Et hier, vous avez connu le président, Louis de Théodule. Aujourd'hui, je vous présente un membre de l'AEGEST, donc l'Association européenne de jeux et sports traditionnels, et président de la Revata, qui est l'un des jeux Val d'Autun qui nous seront présentés aujourd'hui, Fabrizio Vera, qui est le président de la séance de ce groupe. Merci Christian, bonjour à tous. On a déjà tout dit. Je suis Fabrizio Vera, je suis le président de l'association valdôtaine du jeu de la Revata, ancien joueur. Encore aujourd'hui, je suis sur les terrains de jeu. Et je représente ici l'AEGEST, l'Association européenne des jeux et sports traditionnels, que peut-être vous connaissez, je souhaite que vous la connaissiez. Une association qui a été bâtie en 2001, donc il y a un quart de siècle, et qui s'occupe de mettre en réseau des différents acteurs du secteur de sport traditionnel, donc des écoles, des formations, des universités, des musées, des associations culturelles, des fédérations et des membres aussi, des membres individuels. Et si par hasard vous ne connaissez pas, contactez-nous sur le site de l'AEGEST et rejoignez-nous parce que ça nous fera énormément plaisir de montrer ce réseau de communication et d'expansion de notre passion depuis des années et des années. Et entre autres, je vois Valentina, bonjour. L'association est reconnue par l'UNESCO et partenaire de beaucoup d'autres associations. Donc un réseau qui agrandit de jour en jour et qui nous rend extrêmement orgueilleux. Je voulais faire, en tant que président de la Revata, un petit passage sur l'état actuel de notre jeu, qui peut être rassemblé à ceux des autres jeux valdôtains et en général de presque tous les jeux traditionnels que j'ai eu l'opportunité de connaître justement à travers l'AEGEST, qui sont expression d'une façon de vivre, d'une économie qui est très très lointaine de celle d'aujourd'hui. Et donc, bon, c'est pas nous que nous en apercevons de ça. Déjà, ceux qui étaient en nous ont eu ce sentiment. Donc, déjà, eux, ils ont travaillé pour faire quelque chose, pour sauvegarder nos jeux. Et pour ceux qui regardent le Val d'Aoste, les jeux de la Revata et les autres jeux traditionnels, il y a eu cette réflexion sur ce qui allait devenir les jeux. Et il y avait un manque d'organisation. On a mis, disons, un point sur ce thème. Et on s'est regroupé. On a formé la Fédération Sport de Nord-Terre depuis 1974, mais je crois que vous l'avez dit hier. Et les actions qui ont été menées sont celles de sportiviser le jeu dans notre cas. Donc c'est un chemin important qui a été entrepris. Je ne sais pas si c'était un bien ou un mal, mais c'est le chemin qu'on a choisi. Et c'est le chemin qui nous a apporté aujourd'hui à être ce que nous sommes. Et même l'importance de communiquer avec les institutions qui nous a permis d'avoir aujourd'hui une loi en Vallée d'Aoste depuis 1981 qui soutient et
et finance nos jeux, et qui est très importante, et qui a porté aussi à l'acquisition de la part de la région de terrains de jeu. Aujourd'hui, encore un thème encore majorement important, parce que je vais vous dire que dans le cas de l'Arvata, le terrain de jeu a une importance stratégique, parce que la civilisation, oui, l'urbanisation, c'est un des facteurs qui nous apporte de problèmes, parce que le jeu a besoin d'espace, on joue en plein air, et l'urbanisation et le climat, le changement aussi du climat, j'oserais dire, ce sont des thèmes qui nous sont contraires. Pourquoi le climat? Parce que les prairies, aujourd'hui, nous on joue dans les prairies au printemps. Il y a 30-40 années, dans la basse vallée, qui est le berceau un peu des jeux traditionnels de l'Arvata, maintenant je parle de l'Arvata, c'est valable pour les autres. Les prairies étaient exploitables jusqu'au mois d'avril presque, parce qu'il faisait plus froid à l'herbe avant de brasser que fin mars, et donc on pouvait jouer dans les communes. Et aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, l'herbe, tout l'hiver, presque on peut aller au pâturage du bétail. Et il suffit de bâtir une maison dans un coin d'un pré, et voilà, l'espace n'est plus suffisant. Et donc, ceux qui nous ont précédés ont eu l'idée et ont eu la force de convaincre l'administration régionale à faire l'achat de terrains de jeu qui aujourd'hui nous permettent d'exploiter et de continuer notre activité. Et important, notre part très importante, c'est l'entrée dans les écoles, sûrement Guido l'a déjà dit hier, dans les terrains de jeu, les institutions, la sportivisation du jeu, l'entrée dans les écoles, c'est l'atout qui nous permet aujourd'hui d'être encore présents et de nous faire connaître. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, en raison de ce que je vous ai dit, l'exploitation, l'organisation, le climat, c'est l'émulation. L'émulation des jeux, c'est un atout qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Beaucoup d'entre nous, les plus âgés comme moi, ont commencé à jouer parce qu'on voyait les joueurs. Moi, j'allais à l'école à Chalvanceau, qui est une petite commune dans le banlieue d'Aoste. À l'école, j'avais le terrain de jeu en bas de ma fenêtre. Je voyais les adultes qui jouaient. Et le dimanche, on allait à la messe, et on sortait et on allait préparer le terrain de jeu pour les adultes que l'après-midi faisaient les matchs. Et donc on voyait jouer, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, à Chalvanceau, ma commune, il y a plus de terrain de Arvata dans la plaine. Le Fiolet, il y a encore quelque chose, mais il faut aller le chercher, André et Michel. Et donc l'esprit d'émulation manque. Alors qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Tout ce qui a été fait, c'est très bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Le climat, je disais, non? Nous avons un exemple ici en Val d'Aoste d'un jeu, d'une pratique qui était très répandue, la luge. La luge, il y a 30-40 ans, il y avait pas mal de lugeurs dans les communes de l'Anvers, Chambal, Tennis, Saint-Marcel, Chalvanceau, et il y avait nous avons eu des champions du monde de luge sur piste naturelle. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la neige, donc on ne peut plus faire de la luge. Et voilà que, comme je disais, l'aspect climatique a aussi pour nous aussi des implications. Alors, il n'y a pas d'émulation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire voir, il faut se proposer comment, avec les moyens sociaux. Et c'est le choix que nous avons fait, pas seulement comme Arvata, mais les autres écoles valdôtaines sont tous bien impliqués dans ce domaine. Vous le voyez bien avec
avec André et Michel, qui sont très actifs dans ce point de vue. Le temps aussi le fait, le palais aussi, les autres jours. Comme Rabata, ce que nous voulons faire, la première chose, c'est le soutien aux associations qui ont des équipes de juniors. Et donc nous donnons de l'argent, nous achetons du matériel et nous aidons les sections. Les sections, c'est les associations sportives qui ont des équipes de juniors. Et nous poursuivons un projet qui c'est l'école de Rabata. Nous démarrons le 23 cette année, le 23 avril. Nous avons c'est un peu comme les courses de l'école de la Fente, mais plus en petit pour la Rabata. Nous faisons des courses le mercredi après-midi, 5-6 semaines. Ça fait 5 ans que nous le faisons. Et chaque année, nous avons une trentaine, 35 nouveaux élèves qui viennent jouer. Malheureusement, il y a seulement une petite partie qui va entrer dans les équipes juniors, mais c'est une façon pour donner un message, pour se faire voir, pour faire voir que nous existons. Et la visibilité des réseaux sociaux, c'est aujourd'hui imprescindible pour nous, pour tous, je crois. Et nous faisons des efforts d'engagement personnel, ce qui nous aide, et même point de vue financier. Nous avons un programme YouTube qui s'appelle Rabata Republic, qui au cours de toute la saison, nous avons chaque semaine ou 2 semaines, nous faisons une retransmission avec des interviews, des passages avec des vieux films, des vieux que nous avons retrouvés, des photos. Et l'actualité sur le terrain de jeu, nous faisons le direct des manifestations les plus importantes et donc une façon de se faire voir. Récemment, nous avons fait, comme l'a fait le sang aussi, le jeu du sang, un effort encore pour faire une page Instagram et Facebook plus moderne, plus interactive. Nous avons eu pas mal de contacts dans un mois, ce qui nous rend extrêmement confiants pour le futur. S'il n'y a pas de relation, si l'enfant ne voit pas, on cherche de nous faire voir avec les moyens modernes. Parallèlement, nous cherchons aussi d'impliquer majorement encore la presse, la télévision qui nous suit, et pour avoir encore plus de visibilité sur les journaux locaux. Et en plus, nous travaillons aussi pour créer la fête, une toile de fond. On a fait un accord encore avec le Fiolet. Et nous avons la manifestation la plus importante du jeu de la Rabata le 25 du mois d'avril, que c'est le championnat individuel. Le 1er mai, c'est le championnat individuel du Fiolet au bâton d'or. Et là, nous, au terrain de la région, nous mettons une intense structure où on fera la fête, on fera jouer la musique, etc. Donc, on va chercher de créer aussi un tissu autour de la manifestation pour faire en sorte que les gens soient motivés à venir nous voir et participer à ce que nous faisons. Nous cherchons parallèlement aussi d'améliorer ce que sont les terrains où nous avons joué. Et donc pour ceux qui nous regardent, nous mettons, vous verrez cet après-midi, vous avez déjà vu les enfants hier qui jouent à la Rabata. Nous avons un lieu où nous mettons nos leviers qui doivent être propres, en terre. Alors nous avons fait en sorte que ces places de l'ensemble soient toujours humides. Nous avons mis des systèmes d'irrigation, nous avons mis des tenons pour couvrir le tout en cas de pluie, pour que les terrains soient toujours exploitables pour l'entraînement aussi et pas seulement pour jouer.
Et pour finir, nous cherchons aussi de nouveaux partenaires financiers, des sponsors. Dans mon cas, c'est des amis qui ont des petites entreprises, qui sont dans l'ambiance du jeu, ou qui ont le fils qui joue, ou qui ont joué, et qui nous aident pas mal, nous donnent un coup de main. Et donc, nous sommes pris à 360 degrés. C'est pas que nous, hein. Les autres sports valdôtains font la même chose, qui a un niveau plus grand qui moins, mais le chemin que nous avons choisi comme regatta et j'ai vu comme sport traditionnel valdôtain, c'est le même. Et nous espérons que cette détermination portera ses fruits et que nos 2500 licenciés que nous avons aujourd'hui, Guido, à peu près, puissent augmenter et pas diminuer. Voilà. Merci. Je parle de mes sports, de mon sport, de mes sports, j'ai toujours le frisson. Et bon, maintenant je donne la parole à Isabelle Lojac, qui va nous faire un point sur les jeux traditionnels valdôtains. Et à toi, Isabelle. Bonjour à tous. Alors, moi je suis Isabelle Lojac, une joueuse de sang et de fiolet. Fiolet seulement à partir de quelques années. De sang, c'est un sport de tradition de ma famille. Et bon, je cherche de vous expliquer ce que sont les jeux traditionnels de la Vallée d'Aoste. Alors, je commence en vous présentant la feinte. Vous avez déjà entendu hier, je crois, ce que c'est la Fédération Sport de Notre Terre, qui fait de la promotion et du développement. Merci. Et c'est la fédération qui va chercher de présenter les sports et de faire des adhésions dans les écoles primaires avec des activités et cherche de présenter tous les sports. Alors, le premier sport que je vous présente, c'est le fiolet. C'est un jeu où il y a la pierre. Celui-là sont les outils. Il y a la pierre où il doit être posé le fiolet, qui c'est une petite boule ovale. Et avec le bâton, qu'on va l'appeler machoc ou l'aine selon le pays. Et avec le bâton, on doit chercher de frapper le fiolet et le faire lever en air pour le battre, frapper à nouveau en vol et le chercher de l'envoyer dans le champ de jeu le plus loin possible. Les points, il y a un point chaque 15 mètres où le fiolet s'arrête. Celui-là, c'est un jeu similaire à la lipa et aussi à la rebatta, qui c'est le deuxième jeu traditionnel que je vous présente. La différence entre le fiolet et la rebatta, c'est que le fiolet, c'est un jeu, il y a un bâton un peu plus court, on doit l'employer avec une main, tandis que dans la rebatta, il y a un bâton un peu plus long et qu'on emploie avec deux mains. Les outils des jeux de la rebatta, ils sont celui-là que vous voyez en photo. Il y a une petite pipe qu'on appelle fiolette où doit être posée la rebatta au-dessus. Et avec le bâton, on doit chercher on frappe sur la pipe, sur la fiolette, et on fait lever en vol la rebatta et on cherche à la prendre en air et l'envoyer le plus long possible dans le champ de jeu. Aussi ici, il y a un point chaque 15 mètres et voilà. Puis le jeu plus
complexe à expliquer, c'est le Tsam, parce qu'il a beaucoup de phases de jeu. Et alors, il y a comme vous voyez, la première phase, c'est celle de la Chacha, où il y a une plante fixée au terrain et sur laquelle doit être posé le Tsam, qui c'est une petite boule en bois. Et avec un bâton, on doit chercher de l'envoyer dans le champ de jeu, où il y a l'équipe adversaire qui doit chercher avec le bouquet, qui c'est un petit rectangle en bois, et doit chercher de prendre au vol le Tsam. Si le Tsam ne vient pas pris et il tombe à terre, le joueur qui l'a Chacha, qui a tiré le Tsam, fait un point, ça s'appelle le Bona. Et toute l'équipe, tous les joueurs font cette phase. Puis, dans la phase de la paletta, le joueur, avec la paletta, doit chercher de prendre le Tsam, qu'il est levé en air par un joueur de l'équipe adversaire, et doit l'envoyer le plus loin possible de la perte. Et oui, le match, c'est... Oui, il y a deux fois la phase de la perte et deux fois la phase de la boca. Et l'équipe qui va gagner, c'est celle-là qui a fait plus de 2 mètres. Et oui, ici vous voyez les outils de jeu. Et bon, après il y a le palais, qui c'est le sport, je crois, le plus connu, parce qu'il y a beaucoup de sports similaires. Et il y a des disques en métal qui doivent être lancés dans le champ, qui est à distance de 8 mètres, et doit être lancé le plus proche possible au bowling, qui c'est un disque un peu plus petit, pour chercher, j'ai dit de plus proche possible au bowling, pour faire point. Et voilà, la mort, je crois que vous avez déjà entendu hier l'explication. Et je veux parler aussi des sports traditionnels dans le monde des femmes, parce que c'est seulement à partir des années 2000, 2010, 2011 qu'on a des championnats réservés aux femmes. Et je crois que c'est important de continuer aussi à faire de la promotion pour chercher de rejoindre aussi les filles dans les écoles pour les rapprocher au sport. Toujours il y avait des femmes qui jouaient, on a recherché et on a trouvé des photos déjà à partir de 1950 de Fiolet, où il y avait déjà une équipe de femmes qui jouaient au Fiolet. Et voilà. Je vous remercie et j'espère d'être été le plus, comment on peut dire, je vais essayer d'expliquer à vous. Maintenant, c'est le tour d'Agathe Papin. Elle n'est pas présente aujourd'hui. C'est bon. Et nous avons une intervention qui va passer sur l'ordinateur, sur un petit passage sur le jeu de l'amour à Valais-la-Hoste et ses alentours. C'est Christophe ou juste après. Merci.
On a déjà présenté ton intervention, donc tu peux commencer si tu veux partager ton écran. Tu es en ligne ici en salle. C'est bon, vous voyez bien? Oui, oui. Parfait. Alors du coup, aujourd'hui, je vous présente la Moura en Val d'Aoste. J'ai vu que vous aviez déjà vu la Moura en Corse hier, et du coup, je ne reviens pas sur les origines du jeu qui viendrait de l'Antiquité. En Vallée d'Aoste, le jeu, on est sûr qu'il existe depuis au moins avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a encore des joueurs actuels qui jouaient durant les années 50 et encore avant, qui disaient que ceux avec qui ils jouaient durant les années 50, ils avaient encore joué avant. Donc on sait que ça date depuis très longtemps aussi. Le jeu a eu un temps d'arrêt de jeu, entre guillemets, puisqu'il y a eu une interruption du jeu dans les lieux publics, comme les cafés, les bars, qui souvent accueillaient les joueurs pour leur partie. L'interdiction elle a été liée au fait qu'il y avait beaucoup d'utilisation d'alcool lors de ces parties, qu'il y avait une supposition de violence, et aussi le fait que les gens se rassemblaient en gros groupes qui posait problème apparemment. Aujourd'hui, du coup voilà, ça c'est les origines, les petits idéogrammes que j'ai trouvés à propos des origines de la Moura. Je souhaite vous présenter le jeu de la Moura en Vallée d'Aoste et les alentours en 3 parties. D'abord les gestes, ensuite la langue et ensuite les contextes de jeu. Du coup, je commence par les gestes. Les gestes dans le jeu de la Moura, c'est très important puisque c'est comme ça qu'on joue. On joue d'abord avec les chiffres qu'on montre sur la main, comme vous avez pu le voir hier, j'espère, lors de la présentation de la Moura. C'est aussi des gestes à travers les mains de comptage. Sur l'image, on voit qu'il y a la première main qui joue et la deuxième main qui montre le chiffre, les points que la personne a gagnés. J'espère que vous voyez bien l'image. C'est les gestes aussi, parce que en Vallée d'Aoste et en Savoie, du coup c'est l'autre lieu où j'ai pu étudier la Moura, c'est des coups sur la table. Les gens jouent en donnant un rythme sur les tables, sur tout ce qui peut porter support à leurs mains. C'est très important pour ce jeu, puisque ça apporte du rythme en plus de la voix, qui permet de créer une partie harmonieuse, entre guillemets. D'ailleurs, c'est une stratégie de jeu de changer le rythme du jeu pour son adversaire, et du coup, souvent l'adversaire est déstabilisé et du coup, il perd le tour de ce jeu-là. Il y a aussi, à travers les gestes, le fait que, puisque c'est joué sur une table, souvent le gagnant prend de la place sur la table en avançant toujours son point et sa main de jeu vers son adversaire. Et quand il perd, du coup, il perd du terrain sur cette table, sur un avoir. Et aussi, la Moura, c'est à travers tous les gestes involontaires, l'élan qu'on donne à la main, forcément, quand on joue. Tout ce qui concerne l'observation, le jeu de la Moura, c'est surtout des gestes, du coup. La deuxième chose importante dans la Moura, c'est la langue. La Moura de la Vallée d'Aoste, bien sûr. C'est la langue et les paroles. Le jeu est joué en patois, ne serait-ce dans la Vallée d'Aoste et aussi en Savoie, parce que c'est important pour eux de le jouer en patois. Ils l'ont toujours joué en patois.
Les seuls rares cas où j'ai entendu un jeu en italien, c'est lors du tournoi de Moura qui avait lieu à Asti en 2023, puisqu'il y avait il y avait d'autres endroits d'Italie qui venaient à Asti pour jouer, et du coup, le fait de jouer en patois, ça posait problème pour les règles du jeu. Du coup, la langue, pourquoi c'est important de jouer en patois? Parce que y a un réflexe de parler en patois déjà, mais aussi le patois permet d'accentuer certaines prononciations. Par exemple, pour jouer avec le 3, on a tendance à dire utiliser qu'une partie du mot ou des sonorités consignées au mot parce que ça permet parfois de changer de point ou de dire ah mais non j'ai pas dit je vais lire un autre livre ou justement au contraire d'accentuer pour changer le rythme du jeu. Aussi ça, les paroles dans le jeu ça donne aussi un rythme qui est important pour l'autre joueur et pour les autres joueurs autour de la table. Ça permet de garder la partie de jeu comme telle. Aussi les paroles dans la Moura, c'est pas seulement les paroles durant le jeu, c'est les paroles en dehors du jeu. Parce que les joueurs observent les parties qu'ils ne jouent pas et souvent commentent le jeu des uns et des autres et observent comment l'autre joue, pourquoi il a joué ça, qu'est-ce qui fait de lui le gagnant de la partie où il suppose qu'il va gagner cette partie. Et les paroles dans le jeu de la Moura, c'est aussi comment les joueurs perçoivent leur propre jeu, comment ils le décrivent eux-mêmes. Là, j'ai mal joué cette partie parce que j'ai mal présenté mon point ou j'ai perdu cette partie parce que j'étais pas concentrée, du coup j'ai perdu ce point. C'est aussi ça les paroles dans le jeu de la Moura. Du coup, je vous ai je vous montre là tous les chiffres en Bessamais, puisque c'est l'endroit où j'ai étudié la Moura en Savoie. En Vallée d'Aoste, comment prononcer les chiffres de la main du coup, en Vallée d'Aoste. Et dans le Piémont, il est aussi joué dans le Piémont, et c'est souvent assez impressionnant pour les voir jouer, puisqu'ils accentuent vraiment beaucoup les mots et ils les allongent, et c'est assez bien de les voir en partie. Enfin, dans cette dernière partie, je vous présente les textes de jeu, les différents moments où le jeu prend place, parce que dans le jeu Valdotin, il y a plusieurs moments où on joue. Il y a d'abord les tournois, qui sont des lieux très officiels du jeu, où la triche n'est pas acceptée, il faut que les chiffres avec la main soient clairement présentés. Il n'y a pas de tolérance par rapport à quelques jeux de triche comme montrer juste ses phalanges et dire non mais là c'était le 3 et c'était en fait le 2 mais une façon de gagner un point. Ça c'est pas accepté dans les tournois. Dans les tournois il y a aussi un arbitre qui n'est pas forcément présent lors des parties sauvages que je vous montrer juste après. Et les tournois sont toujours dans des contextes plutôt officiels, dans des bars ou dans des lieux publics, justement, où le jeu était interdit il y a encore une vingtaine d'années. Les autres contextes de jeu, il y a les parties qui sont jouées lors des fêtes de village et les fêtes des saints dans la vallée d'Aoste. À l'occasion de ces fêtes, les joueurs jouent toujours en fin de soirée et ils ont tendance, c'est mes interlocuteurs qui me l'ont dit, ils ont tendance à se repérer avant de jouer, en début de soirée, en se disant « Ah, avec lui, je pourrais bien jouer, avec lui, un peu moins, mais je peux jouer ». Ils se repèrent comme ça. Et à l'occasion de ces fêtes aussi, les plus jeunes observent les plus anciens joueurs pour apprendre à jouer, puisqu'il y a 2 moments de jeu de Moura, juste avant que les adultes, les parties adultes commencent. Il y a les plus jeunes, du
beaucoup ceux qui ont une dizaine d'années, qui jouent entre eux pour s'entraîner à jouer à la Moura. Et souvent, à l'occasion de ces jeux, les autres joueurs plus anciens observent les plus jeunes pour savoir qui sera un bon joueur, qui pourra être pris dans les parties adultes et qui ne pourra pas être pris, enfin, qui a encore besoin de temps pour pouvoir jouer dans les parties adultes plus tard. Il y a aussi les parties sauvages, les parties qui sont jouées sur un portable en fin de journée ou parce qu'on attend et du coup c'est le bon moment de jouer à la Moura. Mais il y a quelque chose de très important à propos du jeu de la Moura, c'est qu'il n'est jamais joué au domicile de ceux qui le jouent. On n'a jamais dit que le jeu était... il n'est pas utilisé au sein des foyers. D'ailleurs, le jeu n'est pas forcément transmis de façon verticale, du père au fils ou de la mère à la fille, ou du père à la fille, mais il est plutôt transmis de façon horizontale, c'est-à-dire que les plus jeunes observent les plus anciens et apprennent par l'observation le jeu. Et du coup, le jeune de la famille va dire « j'ai appris à jouer avec mes amis » plutôt que « j'ai appris à jouer avec mon père ». Voilà, à propos des parties sauvages aussi, il y a la complexité de trouver un lieu où poser le point pour taper. J'ai l'anecdote d'un des joueurs qui me disait que par une fois, ils avaient trouvé une poubelle sur laquelle jouer et ils jouaient sur le socle de la poubelle pour pouvoir avoir le bon rythme et pouvoir jouer à leur partie. J'ai écrit l'esprit sportif car dans un bon contexte de jeu, l'esprit sportif est très important pour les joueurs de Moura. Il y a souvent le bon joueur et le mauvais joueur. Le mauvais joueur, c'est celui qui est nommé car il triche souvent, mais il triche de manière exagérée et sans respecter les choses qui sont plus ou moins acceptées dans les parties sauvages, les choses qui sont jouées à la fin des soirées. Et le mauvais joueur, souvent, il reste un mauvais joueur. On joue quand même avec lui, mais il reste un mauvais joueur. J'ai l'exemple à Bessan. Je devais monter pour aller voir une partie dans un village qui était juste dessus et on m'a dit « Ah, vous allez voir le fameux Monsieur B, faites attention, il joue très mal, il triche, ne le laissez pas vous avoir. » Et en Italie aussi, j'ai lu le discours de « Ah, mais on a des mauvais joueurs, et les mauvais joueurs n'ont pas le bon esprit, pas l'esprit sportif. » Le bon joueur, par contre, lui, il est souvent tout de suite repéré dans les tournois ou dans les parties que l'on fait en fin de soirée, parce qu'il a toujours été en soi. On m'a jamais dit qu'un bon joueur était devenu mauvais joueur, qu'un mauvais joueur était devenu bon joueur. Je pense que c'est possible, c'est juste que j'ai jamais eu cet exemple-là. Le bon joueur a toujours été bon joueur ou devient très bon joueur au cours des années. Mais souvent, les plus jeunes qu'on dit bons joueurs restent des bons joueurs tout au long de leur carrière de joueur de Moura. Et du coup, c'est assez intéressant de voir ces parcours. Voilà, il y a aussi, je voulais montrer différents contextes de jeux de Moura. Les vidéos ne marchent pas malheureusement, mais vous trouverez à droite une partie de jeunes que j'ai filmés en Vallée d'Aoste, et c'est les très jeunes d'environ de 14 à 15 ans qui jouent et qui jouent de manière un peu moins expansive et expressive que les plus anciens. Et à gauche, c'est une partie de jeu en Sardaigne. Et en Sardaigne, ils jouent debout, en criant très très fort. Et ils se baissent, plus la partie avance, plus ils se baissent vers le sol. Et du coup, c'est assez intéressant de voir une autre façon de gérer la rythmique du jeu de Moura
puisqu'eux, ils ne jouent pas avec une table ou autre chose. En dehors du tournoi, du tournoi italien, il y a la Muramondo. Et la Muramondo, c'est l'occasion de différents endroits de se retrouver pour jouer à la Mura. Du coup, par exemple, j'ai eu l'occasion d'être présente pour l'édition 2022. Et il y avait la Catalogne, la Savoie, la Valle d'Aoste, le Trentino. En fait, il y avait beaucoup d'endroits. Et du coup, c'est toutes les associations qui jouent à la Mura d'Europe qui se retrouvent pour jouer lors de Muramondo. Mais il me semble qu'il n'y a pas seulement l'Europe, des fois, il y a d'autres endroits qui jouent aussi à la Mura qui viennent en tant qu'invités. Pour conclure, le jeu de la Mura, c'est un jeu qui évolue. Il a toujours évolué et la forme qui était jouée il y a une vingtaine d'années n'est plus la même qu'aujourd'hui. Les plus jeunes jouent avec moins d'alcool. L'alcool n'est plus une composante principale du jeu, alors qu'elle l'était il y a quelques années. Le jeu est joué un peu plus hors contexte de soirée aussi. Et c'est pour ça que le jeu de la Mura fait partie d'une tradition vivante à part entière. C'est qu'il évolue, il change. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui jouaient dans les années 80-70. Pourtant, aujourd'hui, il y a quand même des jeunes filles et des femmes qui jouent. J'en ai vu d'ailleurs au tournoi 2023. Et du coup, c'est assez... c'est bien et c'est impressionnant de voir qu'un jeu qui est aussi ancien continue à évoluer et évolue avec ses joueurs. Voilà. Bon, merci Agathe. Bonjour Agathe, merci, ravi de te connaître et de ta belle intervention. Merci encore. Est-ce que quelqu'un a quelques questions à poser à Agathe sur la Mura dans les Laos? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. Alors, je suis intervenu hier sur le jeu en Corse. J'ai bien vu hier soir, j'ai assisté aussi à un tournoi magnifique avec tous les joueurs de Val d'Aoste. J'ai vu donc, c'est vrai que nous on ne joue pas sur la table, on joue un peu comme ça règne. Je voulais savoir si, malgré pour le fait qu'il y ait un rythme avec la table, et donc j'ai vu ça joue assez vite. C'est surtout sur le chiffre, mais est-ce que quand même vous avez pu noter des expressions qu'on pourrait rajouter? Nous on rajoute beaucoup d'expressions, on allonge, parfois même c'est des expressions pour taquiner un peu. Est-ce que quand même ça existe malgré cette rapidité, le fait de rythmer sur la table? Oui. Il y a effectivement des paroles qui sont ajoutées en plus. Il y a principalement les insultes. C'est bête à dire, mais ça fait partie du jeu. On n'insulte pas la personne, on insulte le jeu, on insulte dans l'élan de la chose. Il me semble qu'il y a d'autres choses. C'est surtout les gros mots qui sont utilisés lors des parties en supplément de chiffres. J'ai pas souvenir qu'il y ait d'autres choses. Comme il y a une réelle analyse du jeu des autres paroles lors de l'observation du jeu des autres joueurs. Et ça répond à la question. Voilà, et une autre question pour Guido Teodil, président de la Fédération sportive de Notre Terre et accané joueur de la Mura. Bonjour. Bonjour.
merci pour votre présentation. J'ai une petite question. Et je souris quand vous dites la compétition sauvage. Ça c'est vraiment, de mon point de vue, c'est vraiment, vous avez envisagé le terme juste, parce que, évidemment, l'amour, même à Valle d'Aoste, et surtout à Valle d'Aoste, à un certain moment, il y avait vraiment une compétition sauvage. Et vous avez bien identifié le fait les bons joueurs et les mauvais joueurs. Ça, c'est le thème, je crois, de mon avis, central pour l'avenir, pour le futur de l'amour. Je regarde Valentina pour ça parce que on a une petite crise là, je dois le dire, je suis même un joueur, je fréquente le jeu de la mort, et évidemment il y a un fait très important qui risque que les jeunes n'aiment plus suivre, ou même pour le moment, ils n'ont pas trop envie, surtout dans les compétitions, de se mettre en jeu, parce qu'il y a encore des mauvais joueurs. Là, en ce moment, moi, je dis franchement, quand j'avais commencé à l'amour, j'étais un très mauvais joueur, parce que j'étais vraiment, comme vous avez indiqué avant, je cherchais absolument à tricher. Et alors, je crois que le futur, là, il faut mettre une base afin que les jeunes, ils arrivent à se confronter avec les joueurs les plus vieux, mais il faut accompagner surtout les mauvais joueurs afin qu'ils réussissent à interpréter le jeu de la mort comme ceux qui indiquent les jeunes joueurs. Je dis ça parce que j'ai eu la possibilité de participer à des confrontations. Torre Pellice est à côté de nous. Il fait des fêtes, et Torre Pellice et Valle Pellice, c'est des petites communes que, du bon point de vue, il faudrait les inviter peut-être à quelque part, parce que là, c'est le vrai exemple des jeunes qui jouent à l'amour, vraiment de vrais sportifs, et presque tous jeunes. Et une autre, vous avez bien parlé de la Sardaigne, moi j'ai participé. Là, c'est fantastique parce qu'il y a des joueurs à 14 ans, des femmes, ils jouent dans les places, c'est la fête de la fête. On a eu la possibilité de participer au Moramunda, à Sardaigne. Il y avait tellement envie d'envisager cette fête, c'est la fête presque du pays, tandis qu'il y avait même signé sur les murs des bâtiments le main de Joie de l'amour. Alors là, mon avis, c'est vraiment d'aider des jeunes afin que le futur de l'amour, c'est eux naturellement. Vous avez très bien précisé le fait de mauvais joueurs et les sportifs surtout. Merci. Merci à vous. Du coup, ça me permet juste d'ajouter quelque chose. Les jeunes que j'ai rencontrés, les jeunes joueurs de Moura que j'ai rencontrés, leur objectif, c'est de pouvoir jouer avec les plus anciens. De ceux que j'ai rencontrés en tout cas. Leur but était de bien jouer, de garder bon esprit, pouvoir jouer avec les plus anciens. Voilà. Ok, merci encore Agathe pour ton intervention. Tu as vu que tu as allumé non seulement l'accaniment de Guido, mais sa passion. Hein. Et quand il parle de la mort, tu as vu qu'il est parti à 100 km/h. Et alors encore merci. Hein. Ok, bonne journée à toi. Pareillement pour vous. Et donc, on va changer d'argument et on va parler du jeu de paume. C'est un ancêtre du jeu de tennis, on peut le définir comme ça. Et on va parler de la longue marche de la modernité paumiste, un processus d'attraction spatiale et démographique
qui place la longue paume devant un tournant historique. Et c'est le professeur Christophe Baticle de l'Université d'Aix-Marseille qui nous présente ce jeu. Je suis curieux, je ne connais pas le jeu, et donc je serai très attentif. À vous. Merci. N'ayez pas peur de mes yeux, il y a une épidémie de myxomatose actuellement en Picardie. J'ai attrapé, et ça va aller. Ça, c'est le PowerPoint. Non, c'est pas bon. Oui, c'est celui qui gagne. Allez, ça, c'est le PowerPoint, ça passe pas. Je le prends tout de suite en PDF. Oui, c'est mieux, je pense. Je vais peut-être meubler un petit peu, commencer, même s'il n'y a pas le PowerPoint, c'est pas grave, je vais dire quelques mots. Le premier point, la longue marche de la modernité pomiste. Bon, j'ai emprunté mon titre évidemment à mon directeur de thèse, Jean Coppens. C'était la longue marche de la modernité africaine, hein, parce que c'était un africaniste et il avait montré à quel point l'Afrique avait eu justement maille à partir avec la notion de modernité. Alors moi je me suis servi de ça pour essayer de vous montrer que les jeux de balles et de ballons dont je vais vous parler aujourd'hui sont des jeux de balles et ballons qui ont eu aussi maille à partir avec la notion de modernité et qui aujourd'hui sont en difficulté, on pourrait dire, et souffrent passablement. Merci. Donc voilà pour le titre. Alors l'idée c'est d'essayer d'étudier le déclin. Alors, hop, comment je fais pour passer de l'une à l'autre? Je vais entrer, c'est ça, donc je fais avec les flèches, peut-être voilà les flèches. Alors, en guise d'introduction, je voudrais vous parler du fait que c'est valeureux de m'avoir invité, puisqu'en fait, je n'y connais rien. Je ne suis pas du tout un spécialiste des jeux de balles, des jeux, des sports, parce que moi, je travaille sur des groupes qu'on appelle les Baka, en Afrique centrale, qui sont des groupes de chasseurs-cueilleurs, et qui ne jouent pas. Hein. Lorsqu'ils vont à la chasse, ce n'est pas un jeu. Le but, c'est de manger, tout simplement. Et donc, je me suis posé la question de savoir si les Picards étaient des pygmées, puisque ces groupes Baka relèvent de ce qu'on appelait antérieurement des pygmées. Donc ça, c'est ma première source d'incompétence, mais elle est à la hauteur de mon intérêt pour le sujet. J'avoue que ce sujet m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse pour des raisons personnelles, qui est aussi le deuxième handicap, qui est ma proximité avec cette pratique du jeu de longue pomme, puisque j'ai commencé à pratiquer, j'avais 8 ans. Je me suis fait virer de la Fédération française de longue pomme à la fin du XXe siècle, parce que j'étais un petit peu trop remuant, enfin, trop contestataire. Et donc voilà, il me faut prendre beaucoup de distance. Ça, c'est la grosse difficulté. Je vais essayer de prendre beaucoup de distance avec ce que j'ai vécu. Alors, il s'agit de traiter de 4 activités sportives. La longue pomme, bien sûr, mais aussi la balle à la main, le ballon au poing, la balle au tamis. Ce sont 4 sports qui peuvent être considérés comme dans une relation de cousinage extrêmement fort, qui entretiennent entre eux une interconnaissance et qui relèvent de la même aire géographique. En gros, le département de la Somme, au nord de Paris, une partie du département de l'Oise et une toute petite partie du département de l'Aisne aujourd'hui. Et ce sont des activités qui entendent défendre une forme de picarditude, d'esprit de la région Picardie, région qui aujourd'hui, administrativement, n'existe plus. Alors bon, ça c'est pour vous donner une idée de la longue pomme, simplement, donc un jeu de raquettes, puisque, on va le voir, ces jeux ont des points communs, mais se différencient, c'est le but, sous certains aspects. Alors la question de départ que j'ai essayé d'aborder, c'est celle qui a été proposée par le colloque, c'est-à-dire le déclin, la question du déclin, comment l'interpréter, quelles seraient les hypothèses explicatives de ces déclins. Alors je vous présente rapidement les 4 hypothèses que je vais essayer d'aborder. Il y a celle qu'on doit à Marie Ségara, qui est une anthropologue de Lille, qui avait proposé
dans Jeux de balle en Picardie, les frontières de l'invisible, une analyse très structurale, basée en fait sur les travaux classiques de Claude Lévi-Strauss. Hein. Vraiment le jeu entre les jeux. Comment entre les jeux finalement se joue un jeu qui finalement explique aussi pourquoi ici c'est dynamique, ici ça ne l'est pas. J'y reviendrai. Deuxième approche, une approche plus socio-géographique. J'avais développé ça dans le courant d'un master de démographie. C'est-à-dire comment, en fait, il y a une logique géographique à la disparition de certains secteurs. Comment, finalement, les jeux détestent l'isolement. Comment il y a une espèce de bain culturel qui aide au maintien. Et lorsque, justement, on commence à voir se déliter un certain nombre d'associations, et bien c'est signe que, finalement, c'est l'ensemble du secteur qui risque d'aller mal. Troisième hypothèse, ce qu'on appelle chez Elias et Denis, la sportivation, comment on va, dans le cadre de la langue pomme, mettre en place une sportivation à marche forcée. Et à quel point ça a été potentiellement destructeur pour ces sports. Et puis quatrième hypothèse, une idée toute simple, toute bête, très classique en sociologie rurale, c'est-à-dire le référent identitaire villageois. Est-ce que le village fait encore sens? On sait que ça a été beaucoup discuté. Et est-ce que le village fait encore sens dans une région qui se situe en gros à 100-150 km au nord de Paris? Autrement dit, dans une mégapole parisienne tentaculaire qui est en train littéralement d'absorber en quelque sorte ces environs. Alors, le contexte, dans un premier temps, je vais essayer de faire mon sociologue de service, c'est-à-dire vous parler aussi de ces sports en termes de qui pratique finalement. Qui sont ces gens qui pratiquent? On a parlé des hommes, des femmes, mais on n'a pas parlé encore des appartenances socio-professionnelles. Qui sont-ils? Le monde paysan, le monde ouvrier, etc., etc. Et puis ensuite, je vais revenir sur mes hypothèses de travail, en vous disant que mon angle problématique, il est quand même très inspiré par la socio-sémiotique qui nous était enseignée à Amiens à l'époque par Silvio Ostrovetsky, qui était passé aussi par Aix-en-Provence. Il y avait une inspiration, si vous voulez, autour de Greimas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Greimas, la sémiotique, le carré sémiotique. Silvio Ostrovetsky avait développé avec Jean-Samuel Gordreuil un carré identitaire basé sur la théorie sémioticienne. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour analyser ce genre de pratique. Alors d'abord, vous présenter les éléments qui structurent ces jeux, les points communs, les facteurs de cousinage. D'abord, c'est un jeu de gagne-terrain. La question de l'espace est fondamentale. Il s'agit de faire mourir une balle ou un ballon le plus loin possible dans le camp de l'adversaire. Donc, autrement dit, la balle est dite morte lorsqu'elle a fait 2 bonds et qu'elle n'a pas été renvoyée. On peut l'arrêter, évidemment. Hein. Ensuite, on va marquer le gain éventuel ou la perte de territoire par ce qu'on appelle des chasses. Ce sont des bâtons qu'on met sur le bord du terrain. La première chasse est rouge, la deuxième est bleue. Et on va ensuite se servir de ce repère lorsqu'on va changer de terrain. On va échanger nos terrains. Et là, on va effectivement jouer dans un deuxième temps le gain ou la perte. On va essayer de compenser la perte ou au contraire, on va essayer de gagner plus que l'adversaire. Donc c'est vraiment un jeu où on attaque et on défend en permanence. La frontière, néanmoins, c'est une frontière complètement mouvante, puisqu'à partir du moment où la balle a été engagée, à la fraction de seconde où elle est engagée, il n'y a plus de terrain. On peut se déplacer où on veut, comme on veut. Le tout, c'est de rester dans les limites longitudinales du terrain. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement intéressant de ce point de vue-là. L'espace et le temps. 2 temps qui sont vraiment des temps où, dans un premier temps, on établit des chasses, dans un second temps, on joue les chasses. Autrement dit, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la patience. Le point ne se gagne pas immédiatement, il se gagne en 2 temps. Alors, l'origine commune, c'est la phénade des Grecs anciens, hein, d'après notamment Marcel Lazur, hein, les jeux de balles et ballon picard. Il semblerait que ça relève de la phénade grecque, transportée et diffusée à travers l'Europe par les légions romaines, ayant trouvé petit à petit ces formes en région Picardie. Autre point pour terminer là-dessus, une très grande proximité avec les jeux de balle-pelote qu'on joue en Wallonie ou dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Donc voilà, ça c'est effectivement des éléments de cousinage. Donc comme je vous disais, ce sont des jeux qui sont basés sur un principe d'égalité, disposer du terrain de l'adversaire dans le temps 2. Je te donne mon terrain, tu me donnes ton terrain, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de possibilité de bénéficier d'un terrain d'un côté un peu meilleur que l'autre. On ne peut pas non plus bénéficier du vent, sauf si le vent change au moment où on change de terrain. Mais généralement, quand c'est comme ça, les joueurs disent « Oh, stop, le vent vient de changer ». Donc on rechange un nouveau terrain, parce qu'il faut qu'il y ait égalité parfaite. Un principe d'équité aussi, j'ai réalisé un gain de terrain, à toi de jouer maintenant. Fais mieux si tu en es capable. Donc ça, c'est le principe d'équité qui est à la base de ces jeux. Et puis aussi un jeu territorial où, d'une certaine façon, la ligne du front, la ligne des tranchées bouge en permanence. Pourquoi je dis les tranchées? Parce qu'on est en Picardie. Hein. Et en Picardie, parler des tranchées, ça a du sens. Alors les caractéristiques maintenant qui différencient, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. En gros, la balle à la main, c'est le jeu un peu primitif. Hein, la raquette, il n'y a pas de raquette. Hein. On joue avec la paume de la main, on envoie la balle avec la paume de la main. C'est le monde paysan qui jouait principalement à cette activité. On reviendra sur les secteurs géographiques, mais c'est vraiment une activité qui est considérée comme, en quelque sorte, un petit peu primitive. La balle au tamis, c'est un peu la même idée, avec une technicité en plus qui est le tamis. Alors le tamis, c'est une espèce de tambourin qu'on met au sol. Ça permet de faire rebondir la balle et d'engager, tout simplement. Ensuite, on ne se sert plus du tamis, mais donc cette technicité va être mise en place, notamment dans une région qu'on appelle le Vimeux, qui est une région qui est côtière et qui est une région où il y a énormément d'ouvriers. C'est vraiment un bastion ouvrier. D'ailleurs, on vous parle du Vimeux rouge, parfois, hein, anciennement communiste. Le ballon au point, alors là, c'est typique de la force basque. D'ailleurs, on n'a pas non plus le bâton d'or au ballon au point, mais on a le point d'or. Chaque année, il y a une manifestation à Amiens qui s'appelle le point d'or. En septembre, c'est celui qui va lancer le ballon le plus loin possible. C'est l'image des durs. Hein, c'est la paysannerie, mais voilà, une paysannerie qui aime finalement les travaux âpres, les travaux difficiles. Et ce qui est très intéressant au niveau du ballon point, c'est la spectacularité. Alors, vous avez un ballon comme ça qui va parcourir le ciel et sur une centaine de mètres, hein, va se renvoyer sur une centaine de mètres le ballon. La longue pomme, maintenant, le sport que je connais le mieux. Alors la longue pomme se vit comme élégante. La longue pomme, c'est à la fois la puissance, mais c'est un jeu, si vous voulez, on garde certaines formes. Par exemple, la première balle d'un match, c'est la première à la corde. Elle ne compte pas, c'est une balle pour rien. Pour rendre hommage aux belles dames qui pourraient être sur le bord du terrain. On est aussi très soucieux d'entretenir certains flirts. Flirt symbolique avec l'aristocratie, voilà, c'est le roi des jeux, le jeu des rois, etc., etc. Enfin, on joue beaucoup avec ça. On a d'ailleurs un terrain auquel on tient beaucoup, qui est très difficile à jouer parce qu'il est en béton, mais on a un terrain au jardin du Luxembourg avec une certaine complaisance du Sénat. Le Sénat, tous les ans, renouvelle son autorisation à disposer d'un espace au jardin du Luxembourg. C'est néanmoins le monde paysan aussi. Mais un monde paysan un petit peu, je dirais, classe moyenne paysanne par rapport aux autres sports. Donc ça, c'est ce qui différencie. Et puis, on est très fiers à la longue pomme d'avoir le bouclier de Brennus, hein, puisque au moment où Brennus offrait son bouclier au rugby, il a offert aussi un bouclier à la Fédération française de longue pomme au début du XXe siècle. Alors voici quelques représentations de ce jeu permanent chez les pomistes entre la force, hein, ici on a Laurent Delporte qui frappait littéralement comme une brute absolument indescriptible. Hein, d'ailleurs on voit bien hein, le geste, c'est une raquette en bois à cette époque-là, c'est très lourd et vraiment il faut une puissance terrible. Et puis on nous montre aussi des joueurs se saluant avec courtoisie. Voilà, ça c'est typique du petit monde pomiste. Alors, l'histoire de ces jeux, et en particulier de la longue pomme, c'est quand même une histoire démographique très déclinante. D'abord, ce ne sont pas des sports picards, contrairement à ce qu'on dit. Ils le sont devenus par la force des choses. Tout simplement parce que
dans le courant du 19e siècle, il y a eu rétraction, et ces sports qui étaient joués globalement dans le nord de la France, au nord en tout cas de la Loire, ont commencé à se restreindre à des poches, et notamment en Picardie. Après la Première Guerre mondiale, ça a été aussi très compliqué, beaucoup d'hommes évidemment étaient décédés, mais il y avait cette idée, si vous voulez, que ce qui maintenait la pomme, c'était quand même les coqs de village. Alors, le coq de village, voilà, c'est le fort en bras, c'est celui qui frappe, c'est celui qui a une réputation dans le village, une réputation à défendre, et ça c'est absolument fondamental. Et après la Première Guerre mondiale, les forts en bras vont se reconstituer, mais voilà, ils sont plutôt gueule cassée que forts en bras à ce moment. Après les 30 Glorieuses, il y a un véritable refus, c'est très très compliqué parce qu'on a le développement de l'automobile, des sports apparaissent, donc c'est très très compliqué, sauf que dans les années 1980, 1970 même, on a un regain. Ce regain correspond typiquement à ce que André Micou appellerait la patrimonialisation avant la lettre. C'est-à-dire que véritablement, il s'agit de faire renaître des activités. Le Conseil régional de Picardie, d'ailleurs, va jouer un rôle important, à partir du moment où il va y avoir la régionalisation. Il va falloir aller chercher des traditions picardes, et donc on va les trouver aussi dans les pratiques de jeu. Année 1990, il s'agit de moderniser absolument, et donc de mettre en place des championnats dignes de ce nom, c'est-à-dire qu'on va passer de la Coupe du village à une journée du championnat. Ça va être vraiment un processus important qui va entraîner un reflux, puisque ça va être mal accepté. Et puis on pourrait dire aussi qu'il y a une autre crise qui va être importante, c'est la crise covidaire, puisque aujourd'hui, il semble que ce soit un peu compliqué de repartir après cette période d'interruption. 2024, c'est aussi la crise des raquettes, puisqu'on avait des raquettes au Kevlar, et puis là, ça commence à devenir compliqué d'avoir les mêmes raquettes, donc on finit par jouer avec des raquettes qui ne ressemblent plus à rien du tout, et donc ça pose énormément de problèmes, parce que la propulsion est importante, donc si vous changez de raquette, c'est une catastrophe. Et puis 2025, on attend la crise des balles, puisque les balles qui venaient, des balles en liège inventées par Jules Leclerc en 1890 au Ménil-Saint-Firmin, très ingénieuses balles en liège, recouvertes de flanelle, et bien il se trouve que les Portugais produisent de moins en moins de liège, et donc on a un problème d'approvisionnement. Voilà pour le contexte. Alors je reviens rapidement sur mes hypothèses pour essayer de répondre à la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut expliquer ce type de reflux. Alors, Marie Ségarin fait dans ce bouquin donc une étude où elle essaye d'adopter un peu un schéma lévi-straussien. Claude Lévi-Strauss lui sert d'inspiration. On sent que c'est très structuraliste son analyse, c'est-à-dire qu'elle envisage les relations entre ces sports, entre eux, mais elle imagine aussi la relation que chaque sport entretient avec le territoire sur lequel il est implanté. Puisque vous avez une Balotamie qui aujourd'hui a quasiment disparu, qui à l'époque était typique du Vimeux, une région donc extrêmement forte en termes d'identité. Quand on est du Vimeux, ça se sait, d'ailleurs les gens le disent, utilisent le toponyme. C'est une région ouvrière, comme je vous disais, c'est une région où on chasse énormément. On est tout près de la baie de Somme. Quand on a dit baie de Somme, dans le monde de la chasse, on a un peu tout dit. C'est une région qui maintient une très forte autochtonie. Donc le capital d'autochtonie joue un très très grand rôle dans ce secteur-là. Autrement dit, pour elle, on n'a pas besoin de la Balotamie. La Balotamie, c'est un plus, mais ce n'est pas quelque chose qui va être essentiel dans la structuration de l'esprit micro-régional. Et puis, il va y avoir d'autres problèmes. Avec la Seine-Maritime, il y a une autre activité qui est très proche. Ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord, et donc à essayer de se structurer pour essayer de lutter contre la déperdition. La balle à la main, maintenant, c'est le plateau Picard. Alors, c'est une région qui est quand même très très sous domination amiénoise, même si Amiens n'est pas une très très grande cité. Il n'empêche que pour ses environs, c'est une source de migration, d'installation. Mais ces Amiénois ne sont pas vraiment des étrangers, ce ne sont pas vraiment des autres. Or, une des dynamiques de ces jeux, c'est quand même de maintenir le nous par rapport au eux. Qui sommes-nous par rapport à ceux qui arrivent? Et je me souviens d'une société de pommes, par exemple, où c'était typique
le village, en l'espace de 2 recensements, une période inter-recensement, avait vu sa population doubler, avec l'arrivée de gens, notamment d'Île-de-France. Et je peux vous dire que la langue pomme ne s'est jamais aussi bien portée que dans cette période, puisque l'idée c'était de se servir de la langue pomme pour dire voilà, nous sommes les gens du pays, et donc nous défendons l'identité du pays face aux autres, ceux qui arrivent. Alors le ballon de poing maintenant, c'est le Ponthieu, une région, alors c'était la région de Michel Marié, pour les gens qui connaissent, qui ont connu le sociologue Michel Marié, il était cadet d'agriculture dans ce secteur-là. Ce sont des gens qui vivent dans l'environnement d'Amiens, mais qui jouent avec Amiens, qui vont se mettre en scène à Amiens, qui vont en gros jouer les pecnos à Amiens, mais avec fierté, qui retournent le stigmate, dirait Goffman. Ils arrivent en disant, bah oui, nous sommes des pecnos, et ben on va vous montrer ce que sont les pecnos, on va vous montrer ce que c'est que la force des ballonistes. La langue pomme maintenant, alors la langue pomme c'est typique de ce qu'on appelle les sans-terres. Sans-terre, ça vient du latin sana terra, la terre saine, la terre de qualité, la terre de la betterave en quelque sorte. Ce sont des territoires qui sont très riches, ce sont des territoires qui ont vu se développer une agriculture extrêmement intensive. Néanmoins, le réseau culturel est quasiment absent, les liens sociaux sont en pleine déliquescence, et c'est vrai que le jeu de raquettes a joué un temps, en tout cas, un facteur de différenciation. C'est-à-dire, il restait au moins la pomme comme facteur d'identification au territoire. C'était surtout le cas au sud du secteur pommiste que je vais vous montrer après, puisqu'au sud, on voyait arriver de plus en plus de Parisiens, en quelque sorte, de banlieusards qui cherchaient un marché du logement qui soit plus propice. Autrement dit, l'hypothèse de travail de Marie Ségara, si on veut la résumer, c'est que les jeux ont perduré là où ils faisaient sens, dans les jeux d'identification au territoire, avec peu de concurrence face à d'autres marqueurs territoriaux. Et là, ils se maintenaient sans trop de difficultés. Deuxième hypothèse, j'ai encore un petit peu de temps, ça je suis plus trop long. Si vous voulez faire vite. D'accord. Alors, deuxième hypothèse de travail, la rétraction en peau de chagrin. Alors ça, j'avais réussi à le montrer statistiquement parlant à la fin des années 90, début des années 2000. C'était très clair, c'est encore plus clair aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais presque dire que là, l'hypothèse est parfaitement vérifiée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un secteur qui souffre, où vous avez une société qui commence à battre de l'aile, c'est très mauvais signe pour l'ensemble du pulse local. Actuellement, par exemple, pour vous donner une image cartographique de ça, voilà, dans les années 1980, le secteur de la longue pomme, avec toutes les communes où vous trouvez une association. Tout ce qui est en bas, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, ouais. Tout ce qui est en bas ici, c'est en train de disparaître. Tout ça, c'est en train de littéralement disparaître. Et auparavant, avait disparu tout un secteur qui se situait ici. Donc vraiment, il y a certainement quelque chose de l'ordre d'une logique socio-spatiale qui n'est pas totalement neutre. Troisième hypothèse, la sportivation. Alors bon, là je vais essayer de prendre un petit peu de distance parce que j'étais très très impliqué dans ces questionnements. En gros, l'idée à retenir, c'est que il y avait une sportivation qui a émergé au début du XXe siècle, avec des catégories, des championnats, etc., etc. Mais ça restait extrêmement souple. C'est-à-dire que vous aviez des quantités de catégories et vous étiez toujours obligé, en tant que coq de village, d'aller chercher le 7e, le marcou, comme on l'appelle. En anthropologie, on dirait le marcou, celui à qui on attribue des vertus un peu magiques, mais qui est finalement celui dont on a besoin de façon ultime, parce que pour faire l'équipe, on en a besoin. Il faut ce mauvais joueur, pas très bon, il n'est pas très doué, mais on a besoin de lui. Et finalement, il est important parce que ça permet aussi de fédérer l'ensemble de la commune. Ça permet de ne laisser personne de côté. Or, avec le championnat qui va être mis en place à la fin des années 1990, enfin courant des années 1990, on n'a plus besoin de ces 7e joueurs. On n'a plus besoin d'eux parce que finalement, on se concentre sur le championnat. Le but, c'est de faire le moins de forfaits possible, parce que si on fait forfait, ça n'a plus aucun intérêt. Et donc, on inscrit de moins en moins d'équipes. Et on va voir comme ça des associations tomber en déliquescence, parce qu'on est 6, et ben ça suffit.
Sauf que le jour où il y en a un qui se marie et puis qui ne peut plus pratiquer, par exemple, parce que son épouse n'est pas très favorable, eh bien finalement l'équipe disparaît avec. Donc cette troisième hypothèse, c'est une hypothèse très sociologique finalement. Comment, en ayant un type de championnat, on oblige aussi à la sociabilité. On a besoin de l'autre, même s'il n'est pas très bon, même s'il n'est pas très joyeux, et ben on a besoin de lui, on fait avec lui. Dernière hypothèse, ce serait une hypothèse à la Martin de la Soudière, hein, l'ethnologue poète, celui qui a écrit la poétique du village. Bon, ben, la poétique du village, aujourd'hui, est-ce que ça marche encore? C'est vrai que quelqu'un comme Jean-Noël Retière, Nicolas Renaï montre que le capital d'autochtonie, aujourd'hui, c'est plus forcément le village. Jean-Claude Chamboredon, à son époque, montrait que la monographie communale, ça n'avait plus aucun sens. Et effectivement, ça se ressent beaucoup aujourd'hui, puisque dans la longue forme, on peut dire qu'on est passé d'un sport de pays au sens du village à un sport qu'on pourrait appeler finalement d'entente. C'est-à-dire que de plus en plus d'associations se mettent en entente avec d'autres. Et finalement, l'esprit local n'existe plus. On forme des équipes au sens où on a un projet pour gagner et on essaye de fédérer de très bons joueurs avec soi pour gagner. Et donc ça, c'est une véritable problématique. Alors en conclusion, je dirais simplement un mot à partir encore une fois de Claude Lévi-Strauss, mais un autre ouvrage moins connu de Claude Lévi-Strauss. Si vous avez déjà entendu parler du totémisme aujourd'hui chez Claude Lévi-Strauss. Alors rien à voir avec le totémisme tel qu'on le pratique dans certaines régions du monde. Hein. Claude Lévi-Strauss s'intéresse par exemple aux joueurs de football américain. La symbolique des équipes du football américain ou du football européen, peu importe. Et il montre que finalement ce sont des jeux de différenciation. Dans le cas de la Picardie, j'ai envie de dire que ça a été le cas. Les sports et jeux picards de balles et de ballon ont servi de différenciateurs territoriaux face à une problématique qui était la problématique de l'expansion de l'Île-de-France. Or aujourd'hui, l'Île-de-France a, on peut dire, quasiment absorbé au moins tout le département de l'Oise et tout le sud du département de l'Aisne. Donc la question de la différenciation ne se pose plus véritablement. Voilà, et donc ça fait un lien en un mot avec ce que vous avez dit hier qui m'a intéressé énormément quand vous parliez des régions frontières. Et effectivement, là, on est bien sur une problématique de frontières qui a disparu. Merci. Merci Christophe. Vous avez fait une analyse d'un sport que je ne connaissais pas, mais vous avez fait l'analyse du sport que je pratique, la même chose. Et les problèmes sont les mêmes. Et en particulier, la sportisation m'intéresse beaucoup, la concurrence que vous avez citée entre les pays, les rivalités locales, mais la sportisation. Et nous avons vécu le même processus. La sportisation a apporté une amélioration des instruments de jeu. Donc, les 150 mètres du terrain de jeu qui nous suffisaient aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il faut 250 mètres, voire plus. Et la performance est mise en avant, en respect des liens. Et les équipes aussi sont formées pour avoir les meilleures équipes. Et on laisse à côté des joueurs qui, avant, étaient peut-être le moteur de l'équipe, de la compagnie. Et en plus, la sportisation, elle est aux médias et aux intérêts de marché. Je vous fais un exemple. Nous parlons du biathlon, qui est à la mode aujourd'hui en Italie, en France. Et vous avez déjà vu des enfants qui jouent au biathlon dans les prés ou dans la neige? Moi, j'ai jamais vu ça. Mais aujourd'hui, un sport comme ça, c'est pas pour donner contre au biathlon, mais c'est mon point de vue. Et moi, j'ai jamais vu un enfant qui fait du biathlon, même avec un fusil en bois. Ça n'existe pas, mais il y a l'intérêt des entreprises des skis, des chaussures, des vêtements, etc. Donc un sport qui ne vient pas d'un jeu et qui va aujourd'hui pour la majeure parce qu'il y a des intérêts qui apportent tout cela.
Et donc merci de cette analyse. Et ça me fait peur pour ceux qui regardent mon jeu et mon sport. Et je m'étais déjà posé la question si ce n'est pas le cas de changer les règles, de ne plus permettre certaines performances. J'ai vu là les raquettes en Kevlar. Non, nous, heureusement, nous avons encore dans notre règlement que les instruments doivent être en bois. Mais le bois, on le traite, on fait en sorte que s'il y a un joueur de sang envoyer la balle dans le terrain où il y a son adversaire qui doit la bloquer avec une raquette à 70 km/h, maintenant la balle atteint les 150 km/h, c'est dangereux et le jeu est de plus en plus compliqué et donc les gens, ceux qui sont moins performants, qui sont moins, s'éloignent de petit à petit. Et ça me fait peur et je vous remercie de nous avoir porté sur ce thème qui est, je crois, le plus important pour ceux qui regardent nos jeux en ce moment. Merci, Christophe. Simplement pour compléter, effectivement, il y a eu une transformation liée au Kevlar. On est passé en quelque sorte du tir à l'arc au tir à l'arbalète. Pour donner une image, le tir à l'arc, vous voyez, c'est un coup très long, il faut effectivement de la puissance, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans un déchaînement de violence instantanée. L'arbalète, elle va très vite, elle va moins loin, mais c'est très violent comme coup. C'est un peu la même chose. Mais le processus avait déjà été engagé avec les raquettes en bois grâce à l'allègement du poids des raquettes. On frappait de plus en plus fort et de plus en plus léger. Suggestions, quelques questions? Oui. Monsieur Silvio Tonda. Sì, chiedo scusa, io parlo soltanto italiano e quindi spero di riuscire a trasmettere. Credo, al di là di tutto, provo a porre una questione diversa di concorrenza culturale. Concorrenza culturale intesa nel senso che attualmente le giovani generazioni, ma anche quelle precedenti, vengono catturate moltissimo da ciò che è il veicolo sociale, diciamo, e comunicativo, cioè la televisione o gli altri media, e quindi la difficoltà di mantenere una cultura che viene vista come secondaria, in realtà sono le nostre radici e quindi dovrebbe essere primaria, ma questo paradigma si è ribaltato e credo che questo aspetto di concorrenza culturale, della grande efficacia dei mezzi di comunicazione che portano ad una visione lontana dagli sport di cui stiamo parlando, per far vincere sport di massa come sono il calcio, che credo sia l'esempio padre di tutta una situazione. Oggi pomeriggio vi parlerò del lancio del ferro, del gioco del ferro, che vive proprio questa secondarietà culturale all'interno di un bacino molto piccolo, di una società molto piccola, con tutte le problematiche che ho sentito illustrare prima. Quindi chiedo se questo aspetto della concorrenza culturale molto forte non sia l'origine primaria della sofferenza di tutti i nostri sport locali e tradizionali. J'ai compris quelques mots, mais quelques mots seulement. C'était quoi l'idée? Sur la concurrence culturelle entre secteurs? Est-ce que la concurrence culturelle est à la base de tout le déclin et de tous les problèmes des jeux? Non, au contraire, la concurrence culturelle peut être au contraire un énorme moteur.
J'avais donné l'exemple de cette association de pommistes à Ansovillé, qui est un village qui est passé entre deux recensements, hein, simplement entre deux recensements. Ils étaient passés de 1000 à 2000 habitants. Et tous les nouveaux habitants étaient des gens d'Île-de-France qui cherchaient du logement pas cher, mais qui ne cherchaient pas de la sociabilité, qui ne cherchaient pas à singer les gens du village, qui venaient, qui partaient à Paris travailler le matin, qui revenaient le soir très tard, très fatigués, et qui donc souhaitaient simplement rester dans leur jardin. Et s'ils avaient un jardin, c'était simplement un jardin espace. Vous voyez, espace tampon avec l'autre. C'était ça l'idée. Je crée de la distance avec l'autre pour avoir mon espace à moi d'autonomie. Et tout ça a provoqué un regain d'intérêt pour la langue pomme et pour d'autres activités, parce que justement le moteur c'était de dire, mais voilà, ces gens-là ne sont pas de chez nous d'une certaine façon. Donc ça peut être un moteur. Maintenant, la concurrence culturelle, tout dépend de la manière aussi dont on définit les processus d'identification. L'optique qui a été la mienne ici, c'est de dire qu'on ne s'identifie que par l'altérité, l'autre. Autrement dit, être picard, ça ne veut rien dire hors contexte. Hein, si vous changez le contexte, eh ben, picard, ça ne veut plus dire grand-chose. Ça a voulu dire quelque chose à partir du moment où vous avez eu une région qui s'est retrouvée coincée entre Lille, la mégapole de Lille et la mégapole de Paris, avec la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Comment on fait pour exister? Et effectivement, l'existence par la différenciation permet au moins d'éviter le biais de l'essentialisme. Dire qu'il y a une essence à l'identité, il y aurait quelque chose d'inné en nous, de transmis par les générations. Parce qu'on voit bien que le changement il est permanent et qu'une activité elle peut complètement changer de sens à un moment donné de son existence. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les chasseurs et sur la politisation des chasseurs en France. Je sais qu'en Italie, en Toscane, ça a été le cas aussi. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, la chasse devient un support d'identité? Vous avez des gens en Picardie qui étaient prêts à mourir pour la chasse, hein, littéralement. Les combats avec les forces de l'ordre tournaient à l'avantage des chasseurs. C'était plutôt les forces de l'ordre qui disaient « on ne veut pas y aller là-bas, ils sont complètement fous, et pour des histoires de chasse, ils sont capables de tuer ». Effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre de « notre territoire est en jeu ». Et on le joue au travers de la chasse, on le joue au travers d'autres choses, peu importe. Mais on le joue au travers de quelque chose. Voilà. Ok. Je vous invite à une petite pause de café et on reprend d'ici un quart d'heure, demi-heure, 11 heures. 1 heure. 11 heures. À 11 heures. Ok.